Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse à la qualité de l'air que l'on respire et vous allez l'entendre, en Île-de-France, il y a des résultats positifs dans la lutte contre la pollution. Bonjour Karine Léger. Bonjour. Tu es directrice de Air Paris. Alors, c'est l'association indépendante agréée pour surveiller la qualité de l'air des 12 millions d'habitants d'Île-de-France. Air Paris a publié un bilan chiffré en avril 2026 qui donne à voir une tension qui est exactement l'angle de Soluble. Alors, sur 20 ans, le dioxyde d'azote a baissé de 50%. Les particules fines qui sont dans l'air ont diminué de 60%. Alors, je vous donne un repère parlant, vous allez de suite y voir plus clair. En 2019, 70% des habitants respiraient un air en dehors des seuils de la réglementation, alors qu'aujourd'hui, c'est 25%. C'est un vrai succès et en même temps, la pollution de l'air cause encore 7900 décès prématurés par an en Île-de-France. Des franciliens qui respirent mieux, mais pas encore comme il faudrait, selon des normes qui vont se durcir à l'horizon 2030. Et puis ce problème de santé publique coûte aussi de l'argent. Son coût est estimé à 28 milliards d'euros par an à la région Île-de-France. Alors je le disais, aujourd'hui on cherche à comprendre quelque chose de simple. Qu'est-ce qui a vraiment marché pour arriver à ce succès, mais qu'est-ce qui reste à faire et qui tient les leviers des solutions pour aller dans la meilleure direction possible. Mais d'abord, Karine, on a envie d'en savoir un peu plus sur toi et sur ton parcours. Tu es une ingénieure spécialisée en environnement. Tu diriges Air Paris depuis 2018. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la qualité de l'air que l'on respire? Alors en fait, je suis biologiste, je suis ingénieure en agronomie avec une spécialisation en ingénierie et gestion de l'environnement, avec un parcours aussi qui a été, notamment au Canada et pour moi, ces questions environnementales sont vraiment des enjeux, importants, d'où le lien avec Air Paris où j'ai occupé différents postes, notamment comme ingénieure d'études. Et donc, cette question de qualité de l'air, elle est intéressante parce que la qualité de l'air, elle touche à la santé, bien évidemment, elle touche à l'économie, comme tu l'as rappelé. C'est un enjeu médiatique, c'est un enjeu politique. Il y a un lien avec le changement climatique, il y a un lien scientifique très fort aussi pour comprendre tous ces phénomènes et donc c'est un sujet qui est assez transverse et qui est vraiment passionnant. Un sujet passionnant et qui va nous passionner tous ici dans cet épisode, j'en suis sûr. Alors avant de parler des solutions, on pose les bases pour bien comprendre, parce que dans pollution de l'air, on met souvent beaucoup de choses. Ça peut créer parfois de la confusion. Alors les capteurs de l'Observatoire Air Paris distinguent des polluants précis aux effets très différents. Le dioxyde d'azote qui peut aggraver les risques de diabète et d'AVC, les particules fines qui augmentent les risques d'infarctus, de cancer du poumon, de Parkinson, et l'ozone qui touche les voies respiratoires. Donc vous mesurez des polluants très spécifiques. Si tu dois expliquer à quelqu'un simplement, par exemple dans le métro ce matin, d'où viennent ces polluants dans sa journée, voiture, chauffage, industrie, agriculture, les activités humaines émettent des polluants, mais tu mets quoi dans quel ordre pour y voir plus clair? Peut-être juste revenir sur les polluants. Alors ça, c'est effectivement, tu cites les polluants principaux qui posent toujours problème, mais on en mesure une soixantaine. Dans les bonnes nouvelles, il y en a qui ont complètement disparu de l'air francilien, notamment le plomb. Supprimant l'essence plombée, on a supprimé les problèmes de plomb, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais on mesure une soixantaine de polluants, soit parce qu'on a besoin de mesurer d'autres polluants pour comprendre comment ils réagissent entre eux et puis d'interpréter les tendances et de comprendre ces phénomènes de pollution. Soit parce qu'au-delà de ces polluants réglementés, comme les technologies évoluent, rien ne se crée, rien ne se transforme, et rien ne se perd et tout se transforme, on a aussi des polluants qui sont dits émergents, mais qui sont déjà bien présents dans l'environnement. Ça peut être toute la question, par exemple, des pesticides, c'est la question des particules encore plus petites, du carbone suie et donc on mesure au total une soixantaine de polluants. Donc ces polluants, comme tu l'as indiqué, sont suivis parce qu'ils ont des effets sur la santé, ils ont des effets sur l'environnement, et ils ont aussi des effets en lien avec le changement climatique. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Les sources en Île-de-France, elles sont assez claires. Il y a peu d'industrie, donc ces sources, c'est essentiellement le trafic. C'est le chauffage avec, 12 millions d'habitants, on a des enjeux qui sont liés au chauffage. C'est des sources qui sont liées, aussi à l'agriculture, qui sont liées à
dès l'aéroport. Et donc, toutes les activités humaines émettent des sources de polluants dans l'atmosphère. Et puis, en fonction de là où vous vous trouvez, les sources, elles sont un peu différentes. Vous êtes dans le métro, c'est essentiellement les systèmes de freinage. Vous êtes dans la rue, bien évidemment, c'est les pots d'échappement. Donc, en fonction de là où vous vous trouvez, la source, elle est un peu différente. Mais grosso modo, c'est beaucoup le trafic, le chauffage, les enjeux liés aussi à l'agriculture et puis moins à l'industrie, puisque l'Île-de-France n'est pas une région très industrielle. Le chauffage à bois, hein, qui émet donc des Oui. particules. Alors, chauffage au fioul, chauffage au gaz, ça émet des polluants, mais le chauffage au bois émet notamment des particules et des particules petites qui sont des particules ultra fines qui sont problématiques, hein. Alors, l'air et le climat, ont-ils parfois le même moteur, d'où un double effet? Je voudrais parler de l'ozone, qui est le seul polluant qui ne suit pas, la tendance d'amélioration dont je parlais, à la lecture de votre dernière, publication. Ces indicateurs d'impact sanitaire, stagnent, depuis 10 à 20 ans. Son impact climatique, lui, a augmenté. L'ozone, est présenté à la fois comme un polluant de l'air nocif, mais aussi comme un gaz à effet de serre qui contribue, au réchauffement climatique. Alors, comment se forme ce polluant dont on entend régulièrement parler lors des pics de pollution à l'ozone qui font prendre des mesures aux autorités, locales, surtout l'été? Alors, deux points dans votre question. D'abord, pollution de l'air et changement climatique, c'est les 2 faces d'une même médaille. Alors, les 2 faces d'une même médaille parce que les sources sont les mêmes, c'est des sources anthropiques. Les responsabilités sont différentes en fonction des gaz à effet de serre et des polluants de l'air, mais néanmoins, c'est les activités humaines. C'est des effets qui sont un peu différents puisque, le climat, c'est des effets globaux avec des impacts qui peuvent être aussi locaux. Pollution de l'air, c'est plutôt quand même des impacts qui sont locaux. C'est les 2 faces d'une même médaille parce que, les localisations sont souvent les mêmes et c'est notamment les grandes villes, où la majorité des polluants, sont émis et gaz à effet de serre aussi, hein. D'où les enjeux, par exemple, du C40 avec les 40 plus grandes villes qui se coordonnent sur ces sujets-là. Et puis, c'est aussi, les 2 faces de la même médaille parce que certains polluants jouent dans les 2 catégories. Donc c'est à la fois des polluants de l'air et c'est des gaz à effet de serre et l'ozone ou les particules en font partie. Deuxième partie de la question, sur l'ozone. Alors c'est un polluant un peu bizarre parce qu'il n'est pas directement émis dans l'atmosphère par exemple par les pots d'échappement. En fait, l'ozone, il provient de réactions chimiques dans l'atmosphère. Donc vous avez d'un côté les oxydes d'azote qui viennent typiquement du trafic. Vous avez des hydrocarbures qui peuvent provenir des évaporations d'essence, des solvants, des cols, d'usage industriel ou individuel. Et sous l'action des rayons UV du soleil, avec une certaine température, on forme de l'ozone. Ce qui veut dire que l'ozone est un polluant qui est plutôt estival. Il aime bien la chaleur, il aime bien l'ensoleillement. Du fait que c'est un polluant secondaire, donc qui n'est pas directement émis dans l'atmosphère, il a aussi une propriété qui est celle de voyager. Donc on va mesurer typiquement en Île-de-France des niveaux d'ozone plus importants en zone rurale que sur l'agglomération parisienne où les précurseurs ont été mis. On va aussi pouvoir importer de l'ozone d'autres régions en France ou en Europe et aussi exporter l'ozone de l'Île-de-France vers les régions avoisinantes. Donc effectivement, c'est un polluant un petit peu particulier et les pics d'ozone, c'est, typiquement, en été quand on a des conditions de soleil et des rayons UV et de chaleur qui sont suffisantes et donc qui sont de plus en plus propices avec le changement climatique et puis toujours ces sources qui sont, le trafic et les hydrocarbures. Mmh. Et même si, on diminue certaines émissions, l'ozone qui stagne, comment on l'explique précisément? Alors, il y a plusieurs choses. L'ozone augmente à l'échelle de tout l'hémisphère nord, hein, donc forcément on est impacté, et parce que c'est ce polluant qui est secondaire, il n'est pas localisé que sur l'Île-de-France, donc on a un phénomène d'augmentation des niveaux d'ozone. I on a aussi un écosystème, ce qui est un peu compliqué à comprendre avec la pollution de l'air, c'est que localement, le fait de diminuer certains polluants comme les oxydes d'azote, on a moins d'oxyde d'azote pour consommer de l'ozone, puisque c'est des réactions chimiques dans l'atmosphère. Et puis on a aussi des équilibres, entre justement ces oxydes d'azote et ces composés organiques volatiles, qui font que même si l'ozone, de fond continue à augmenter, en fait, on a quand même moins d'épisodes de pollution et ils sont moins intenses. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça montre aussi que les politiques publiques, notamment sur les industries, sur les émissions des véhicules et cetera, elles fonctionnent. Puisqu'on a des températures qui sont plus importantes, on a des phénomènes de canicule qui sont plus importants et pourtant, on n'a pas réatteint les niveaux qu'on a eus, par exemple, en 2003,
très, très grosse canicule et on n'a pas non plus le nombre d'épisodes de pollution à l'ozone qui explose comme on l'a eu en 2003. Donc, même si on n'arrive pas à régler ce problème d'augmentation du niveau de fond de l'ozone, sur les épisodes de pollution, les mesures qui ont été mises en place, elles fonctionnent. Alors les mesures fonctionnent, on va plonger, dedans. On va aussi parler de l'année 2025 qui a été un peu moins bonne pour la qualité de l'air, mais on reste sur cette période de temps de 10 à 20 ans pour bien comprendre l'évolution et tu le parlais des politiques publiques parce que le temps long, joue, dans cette direction. Je le disais dans l'introduction, sur une période de 20 ans, vous mesurez une évolution, particulièrement favorable, des chiffres assez impressionnants, -50 pour donc le dioxyde d'azote. Tu vas nous dire un peu plus, ce qu'il faut comprendre derrière dioxyde d'azote. 60 en moins de particules, fines, et la part des franciliens exposés à un air hors, réglementation, qui a diminué, par rapport au seuil, actuel. Alors, quels ont été les leviers justement pour parvenir à ces résultats? On a tous en tête, les efforts, faits, par, les collectivités et les citoyens pour, Mmh. les transports publics. C'est vraiment sur ça, sur, les transports en général que l'effort a été le plus significatif ou c'est un a Alors, priori? c'est un ensemble de choses puisque la pollution, c'est différentes sources, et c'est un ensemble d'échelles. Le driver de fond, historiquement, ça a vraiment été les directives européennes. Les directives sur la qualité de l'air de 1996, qui a imposé à la fois une surveillance, qui a imposé des mesures sur les émissions, donc c'est les quantités de polluants qu'on rejette sur l'atmosphère, que ce soit sur les industries, que ce soit sur le trafic, avec notamment les normes Euro, que ce soit sur des émissions, plus diffuses. Cette réglementation qui était à peu près qui était au même moment que la loi sur l'air de 96 au niveau français, a vraiment eu un impact très important sur l'amélioration, globale de la qualité de l'air. Elle s'est traduite par aussi des réglementations françaises et puis, au niveau local avec des mesures qui ont été prises. Alors elles sont décriées, mais néanmoins, tout ce qui est, ZFE, tout ce qui est limitation de la place, de la voiture en ville, tout ce qui est, développement des transports en commun, des pistes cyclables, les mesures qui ont été mises en place sur le chauffage et cetera. Tout ça ou sur les industries, puisque historiquement, c'est d'abord les industries suite à l'épisode de Londres de 52 que les mesures ont été mises en place. Bah, tout ça, ça a conduit à cette amélioration très importante et avec certains polluants vraiment qui ont disparu de l'atmosphère francilien, comme le dioxyde de soufre, qui était quand même à l'origine du smog de Londres dans 52, avec à l'époque des niveaux similaires à Paris, et par exemple le plomb. Le taux de benzène a aussi énormément diminué avec la diminution du taux de benzène dans l'essence. Donc il y a un ensemble de mesures qui ont permis d'arriver à ce résultat très positif. Des politiques européennes et puis après en cascade nationale, locale, National et puis local, tout à fait. ouais, tu parlais de normes euro, c'est, ce qu'on a en tête sur, par exemple pour les véhicules, le fait que il y a eu quand même des progrès sur, des progrès imposés aux constructeurs pour, les émissions de leurs moteurs. C'est-à-dire que Complètement à niveau de trafic égal, on émet moins de polluants? oui, et ça a été ça c'est aussi un impact très conséquent sur la pollution atmosphérique des villes. Le fait que les véhicules qui sortent, alors malgré tous les débats sur le dieselgate et cetera, mais en fait, les véhicules qui sortent maintenant sont moins polluants que les vieux véhicules. C'est tout l'enjeu encore des ZFE, hein. C'est que ça permet d'améliorer la qualité de l'air. Ça a permis avec des points technologiques aussi comme les filtres à particules sur les véhicules diesel, les pots catalytiques, enfin tout ça, ça a eu un impact sur la pollution atmosphérique et le renouvellement du parc automobile dans les villes est vraiment un facteur très important d'amélioration de la qualité de l'air. Alors, je me suis saisi de votre bilan paru, mi-avril, 2026, car il est chiffré et puis il a des points de comparaison avec aussi une variation d'une année sur l'autre entre 2025 et l'année précédente, 2024. 2025, c'est une légère marche arrière d'une année sur l'autre avec des concentrations de pollution qui étaient légèrement en hausse. La météo a été la principale cause d'après votre étude. En quoi le temps qu'il fait impacte, concrètement, cette pollution, de l'air? On a tendance à penser au vent, mais ce n'est peut-être pas que cela. Quand on parle de pollution, il y a 2. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a deux enjeux. Vous avez les émissions, c'est ce qui ressort, directement des pots d'échappement, des cheminées d'usines, mais c'est pas ce que vous respirez. Vous respirez pas, derrière les pots d'échappement ou à la sortie de la cheminée d'usine. Et de l'autre côté, il y a les concentrations, donc ce que vous respirez quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes chez vous, et cetera.
Et entre les 2, il y a la météo. Donc la météo, elle va jouer des rôles soit dispersifs, quand il pleut, quand il y a du vent. Alors c'est génial pour la pollution de l'air, ça va disperser la pollution atmosphérique, ça va lessiver l'atmosphère. Ça peut contribuer à créer des polluants comme l'ozone, des polluants secondaires, des aérosols, et cetera, en fonction des conditions météo. Et puis dans certains cas, par exemple en hiver, quand vous avez des atmosphères très stables, vous avez, des émissions avec, du trafic, du chauffage. Vous avez un air qui va se réchauffer, qui va se refroidir, plus rapidement, et qui fait que finalement vous avez une couche d'air chaud, au-dessus de la ville qui va plaquer la pollution au sol. C'est ce qu'on appelle une inversion de température. Et ben tout ça, ça va contribuer à concentrer la pollution. Et l'année dernière, on a à la fois la conjonction de probablement une évolution des émissions, mais qu'on ne sait pas chiffrer comme ça, et puis des conditions météo qui étaient plutôt dispersives. Donc ça veut dire grosso modo une année qui était plutôt bonne pour la pluie et le vent, qui font qu'on a eu une année qui était plus basse. Et cette année, donc 2025, on a une remontée des niveaux. Donc on avait une tendance on a une tendance qui est à l'amélioration pour le dioxyde d'azote, qui est plutôt stable pour les particules. Et puis, on a vu une remontée en 2025 de l'ordre de 10%, qui s'explique par des émissions avec un peu plus d'émissions liées au chauffage, peut-être des choses aussi liées au trafic, et puis des conditions qui sont moins dispersives. Donc, c'est vraiment la météo joue un rôle important, mais néanmoins, la question des émissions et ce qu'on rejette dans l'atmosphère est tout aussi important. Et c'est pas toujours facile de faire le distinguo entre les deux, notamment sur une année. Alors sur des tendances longues, on sait quand on a des évolutions technologiques, mais d'une année sur l'autre, c'est pas si simple que ça, surtout à l'échelle d'une région aussi importante que l'Île-de-France, hein. Alors, toute cette conversation et vos travaux sont basés sur des données avec des capteurs qui sont, dispersés, sur le territoire de l'Île-de-France. Il y a dans vos analyses un exemple très concret, la plus forte hausse de dioxyde d'azote en 2025 a été enregistrée sur la station de mesure de l'autoroute A1, là où une voie avait été neutralisée et la vitesse réduite à 30 km/h pour les Jeux Olympiques l'année précédente, avant un retour à une circulation habituelle donc en 2025. Est-ce que ce type de mesures avant-après aide à la définition peut-être des politiques publiques, mais aussi peut-être à se dire qu'on peut rendre des mesures qui sont temporaires plus durables? Comment sont utilisées après ces données que vous produisez? Alors, les données, elles sont pas que liées aux stations. Comme pour la météo, on utilise aussi, de la modélisation, puisque la modélisation en reconstituant finalement l'atmosphère, les réactions chimiques et en calant les modèles sur les observations, en prenant en compte aussi des paramètres comme le trafic, nous permettent de faire des cartes et nous permettent justement de faire des évaluations avant, après la mise en place d'une mesure. Il y a différents outils pour surveiller la qualité de l'air. Les stations de mesure sont un des outils, mais qui est complété par de la modélisation, comme ça se fait pour la météo. La modélisation, elle est importante puisque, elle va nous permettre de reconstituer ce qui se passe dans l'atmosphère. Elle va nous permettre de faire des cartes, là où on n'a pas de station de mesure, et puis surtout de faire les évaluations dont tu parles, finalement, le avant-après, en faisant abstraction du fameux rôle de la météo dont je parlais tout à l'heure. Et typiquement, c'est ce qu'on a fait sur le périphérique entre la baisse de vitesse et les voies réservées. Bah, en faisant abstraction du fait que la météo, elle va bouger entre les deux, quel est l'impact vraiment lié à la modification du trafic? Ou par exemple, dans Paris entre 2012 ou 2022, ça, ou sur les JO, ça se fait vraiment avec de la modélisation pour travailler à météo égale, si j'ose dire, et puis ne prendre en compte que ce qui a bougé, c'est-à-dire en général le trafic, hein. 12 millions et demi d'habitants dans l'Île-de-France. Alors dans ces millions d'habitants, il y a aussi des chiffres un peu plus à taille humaine et encore alarmants. 1500 franciliens en 2025 vivent encore dans des zones où le dioxyde d'azote dépasse la valeur limite réglementaire en vigueur depuis 2010. Ces personnes sont essentiellement localisées autour du périphérique et des grands axes Des grands axes. autoroutiers ou routiers. Paris en tant que telle est une ville, où la vitesse a été abaissée de 30 km/h et depuis, 2024, la vitesse maximale sur le périphérique parisien, a été elle aussi diminuée, passant de 70 à 50 km/h. Air Paris a-t-il déjà pu mesurer là, aussi très localement autour de ce périphérique, des évolutions significatives, liées à ces changements ou c'est trop tôt?
Sur le périphérique, c'est encore très récent. La diminution de vitesse, elle est pas très importante, et l'impact sur la pollution de l'air, il est minime, il est de quelques pourcents, de quelques microgrammes par mètre cube. Néanmoins, pour les gens qui vivent autour, et notamment sur les particules où il n'y a pas d'effet de seuil, c'est quelque chose qui est déjà à mettre en avant. C'est plus l'évolution en général sur Paris avec finalement une politique de limitation du trafic, puisqu'il y a la vitesse, mais il y a la question de la place de la voiture, la limitation du trafic, avec les transports en commun, avec des modes comme la bicyclette, etc., qui fait qu'on a une amélioration de la qualité de l'air qui elle, est beaucoup plus massive, hein. C'est-à-dire que c'est plus la masse du trafic que la vitesse Ouais. dans ces La zones-là. vitesse, en fait, ça dépend alors d'un fois du type de véhicule, parce que plus votre véhicule est ancien, alors c'est un peu technique, mais plus votre véhicule est ancien, plus la courbe des émissions en fonction de la vitesse, c'est une courbe en cloche, ce qui veut dire que vous allez émettre plus à basse vitesse et à haute vitesse. Donc il y a un optimum entre 40 et 70. Sur les véhicules les plus récents, c'est un peu moins visible. Et la vitesse, elle est intéressante aussi quand elle apporte de la fluidité. Si ça évite les stop and go et du coup, si en baissant un peu la vitesse, on a un peu plus de fluidité, ça améliore aussi la qualité de l'air. Donc c'est ces différents paramètres qu'il faut prendre en compte pour voir une évolution de la pollution en lien avec la vitesse, hein. On parle beaucoup de la voiture, on reste encore un peu sur ce sujet très concret, les transports, la place de la voiture qui sont au cœur de ce sujet de la qualité de l'air. À l'échelle régionale, la voiture reste quand même majoritaire, hein, en Île-de-France pour les déplacements domicile-travail. 80% des ménages en grande couronne sont motorisés, ont un véhicule, souvent par nécessité évidemment. Dans le même temps, il s'est passé quelque chose de très concret juste avant que le bilan d'Air Paris ne soit publié mi-avril 2026. L'Assemblée nationale puis le Sénat ont voté la suppression totale des zones à faible émission. Alors concrètement, si la loi passe le filtre du Conseil constitutionnel, les restrictions critères dans les métropoles vont disparaître et près de 3 millions de véhicules parmi les plus polluants vont retrouver un accès au centre-ville. Alors sans rentrer dans un débat politique, concrètement, qu'est-ce que ce type de mesures, qui ne sont pas prises donc en l'occurrence des zones à faible émission, qu'est-ce que ce type de mesures, heu, va non prises vont changer sur, les projections, dans les prochaines années? Est-ce qu'on comptait dessus pour atteindre nos objectifs? Alors, c'est pas des mesures non prises, c'est des mesures sur lesquelles on revient. Elles concernaient pas toute l'Île-de-France et elles concernent pas toute la France, mais elles concernent les agglomérations pour lesquelles on a des dépassements des valeurs limites. Et donc, là où on a les niveaux les plus élevés le long du trafic et avec des gens qui sont exposés. Donc, c'est logique aussi de s'adresser au trafic quand on a une problématique trafic, mais pas l'ensemble de l'Île-de-France où effectivement il y a des enjeux, y compris d'accès, de transport en commun, mais qui sont pas dans ma zone de compétence et pour lesquels on n'a pas ces niveaux de dépassement des valeurs limites et de respect de la réglementation. Je rappelle que la réglementation, elle est en lien avec la santé. Si on a cette réglementation, c'est parce qu'il y a un impact sanitaire. Il y a 8 000 décès anticipés tous les ans qui sont toujours liés à la pollution atmosphérique. Il y a aussi beaucoup d'impacts en termes de morbidité et donc de maladies, que ce soit sur des maladies cardiovasculaires, que ce soit de l'asthme, y compris chez les enfants, que ce soit du diabète. On connaît de mieux en mieux les impacts de la pollution sur la santé. C'est aussi pour ça que la réglementation va se renforcer à partir de 2030 et qu'on aura non plus 25%, mais 40% des gens qui vont être exposés à des niveaux au-delà de cette réglementation. Et elle est plus contraignante parce qu'on sait que la pollution agit sur plus de paramètres que ce qu'on pensait, donc de paramètres sanitaires, mais on sait aussi qu'elle agit à un niveau moins important que ce qu'on pensait par avant. Donc c'est pour ça que la réglementation se renforce, hein. Et donc par rapport aux ZFE, c'est l'abandon d'une mesure et toute la difficulté, ça va être sur la problématique trafic, de trouver autre chose pour respecter cette réglementation en lien avec des objectifs sanitaires qui ont aussi des impacts économiques, hein.
Oui, parce que les objectifs, restent, hein, ces objectifs, européens, auxquels, la France s'est engagée, les ZFE, si, vous avez raté un épisode dans cette actualité, les ZFE, c'est bien des zones, donc tu le disais, très très délimitées, Mmh. dans lesquelles, le transfert, ou le passage en voiture très polluante est, interdit, donc il fallait contourner ces zones. Hem, ça a Bah, su si je peux me permettre, c'est exactement le point que tu soulevais tout à l'heure. On a montré que l'impact massif du renouvellement du parc automobile, la ZFE, elle est faite pour accélérer le renouvellement du parc automobile et les véhicules, plus récents sont moins polluants et c'est bien pour ça. C'est la logique de cette mesure, en fait. C'est pas d'empêcher de circuler, mais c'est parce que, il y a des vrais écarts en termes de pollution entre des vieux véhicules et des véhicules plus récents. Mmh. Et on touche, sur ça un sujet, donc politique, de vie, quotidienne aussi d'accessibilité aux modes de transport. Pas mal des parlementaires qui se sont opposés à ces ZFE, évoquaient la difficulté d'accès à des véhicules, électriques, notamment, pour, en raison de leur coût. Et juste peut-être pour revenir sur les ZFE, dire que c'est pas une mesure récente. Les premiers travaux sur les ZFE et notamment, pour lesquels Paris était leader, ça remonte aux années 2000. Donc ça fait quand même, 26 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Et donc ça s'est appelé les AFA, les APA, ça s'est appelé, les ZBE, les ZFE. Il y en a plus de 200 en Europe et dont certaines aussi depuis plus de 25 ans, y compris dans des très grosses villes comme à Londres, à Milan, à Berlin. Et donc c'est vrai que cette difficulté française à mettre en place cette mesure depuis si longtemps, qui pourtant a fait ses preuves, hein, puisque 200 villes européennes, c'est quand même, important et je pense qu'elle ne l'aurait pas fait si ça n'avait pas des impacts. Et cette spécificité française ou en tout cas cette difficulté française à mettre en place cette mesure depuis 20 ans est assez surprenante, je trouve. On reste, avec les citoyens et ce sujet, on comprend que le problème de la pollution est un problème global, un problème structurel, et non pas individuel, au sens, strict. Mais bon, chacun fait partie quand même, du global. A-t-on prise nous-mêmes sur nos propres émissions, et aussi, comment se protéger des pics de pollution? Voilà les 2 dernières, questions, qui me restent à te poser. Il y a quand même des gestes individuels qui pèsent plus que d'autres? Si tu devais hiérarchiser les deux trois gestes du quotidien qui ont le plus d'impact sur, la qualité de l'air, quels seraient-ils? Alors, il y a 2 aspects. Il y a comment je peux contribuer à moins polluer à titre individuel, et puis il y a comment je peux me protéger de la pollution atmosphérique. Hem, pour moins polluer, il y a la question du trafic. Alors c'est pas toujours, faisable ou c'est pas toujours accessible, mais les questions des transports en commun, la question du vélo et cetera fait une différence, importante. Il y a une question aussi qui est très importante, même si elle n'est pas toujours très bien comprise, c'est la question du chauffage au bois, et notamment les foyers ouverts. Alors tout ce qui est foyer d'agrément, une flambée qu'on fait, parce que ça fait plaisir et cetera, et à Paris, où on a déjà des niveaux qui sont au-delà de la réglementation en petite couronne, ça a des impacts vraiment très, très importants et on le voit, on le mesure très bien parce qu'en plus, il y a des traceurs spécifiques, donc c'est quelque chose qu'on mesure particulièrement bien. Et en plus, qui, je pense est pas quelque chose qui a un impact pour aller travailler ou dans sa vie de tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui a un impact en revanche sanitaire qu'on peut mesurer aussi. Oui, parce que les Et c foyers ouverts, donc ces cheminées, c'est plus de 500 000, Ouais, cheminées, enfin foyers en oui. Île-de-France. Donc la meilleure solution, c'est de s'en passer pour l'agrément? En tout cas, pour l'agrément, ça fait pas sens. Sur la pollution atmosphérique, ça a vraiment un impact que l'on mesure et dans un endroit, dans une zone où on a déjà des niveaux au-delà de la réglementation. Ça fait pas forcément sens chez soi aussi à l'intérieur parce que ça pollue déjà à l'intérieur, et donc c'est quelque chose, culturellement on a du mal à se rendre compte, mais c'est vrai que, ça sent bon, donc si ça sent bon, ça veut dire qu'on a certaines molécules, notamment des composés organiques volatiles.
Ça dégage de la poussière et ça, vous le voyez aussi quand vous faites des flambées chez vous. Donc tout ça, ça a aussi un impact sanitaire pour soi, pas seulement pour l'extérieur. Oui, pour ce chauffage, c'est le problème des particules, fines, et puis, donc pour se protéger, de la pollution, alors c'est vrai que je ne sais pas si ça a vertu, éducative, mais lorsqu'il y a des mesures, prises lors des pics de pollution, on commence malheureusement quand même à s'habituer à entendre d'éviter de pratiquer une activité, sportive lorsqu'il y a des pics de pollution, à l'ozone, de limiter, ses déplacements. Est-ce que, ce sont des conseils de prévention qui s'appliquent à tous les polluants? Est-ce qu'il faut consulter, je pense, à vos cartes, qui sont, graduées, du vert au rouge? Est-ce qu'il y a des il y a une bonne, lecture à faire de vos cartes, d'analyse, de prévision de pollution? Alors, il y a les cartes. Vous avez une appli aussi qui vous donne des prévisions horaires et vous avez des cartes avec une résolution à 10 mètres près dans tout Paris. Plus vous êtes proche d'une source et plus vous êtes exposé. C'est assez logique, ce qui veut dire que, finalement, notamment quand vous courez, il y a 2 choses à choisir. Il y a votre itinéraire. Si vous courez le long du boulevard périphérique ou dans des petites rues, l'impact n'est pas le même forcément. Et puis il y a l'horaire. Quand vous avez des épisodes de pollution, par exemple, au dioxyde d'azote, c'est plutôt le matin ou plutôt le soir. C'est le moment où vous avez le pic de trafic le plus important et vous avez en général ce fameux couvercle d'air chaud, cette inversion de température, c'est plutôt le matin ou le soir. L'ozone, ça va être plutôt l'après-midi. C'est au moment où vous avez l'ensoleillement et la température maximum que vous aurez le plus d'ozone. Donc vous pouvez choisir aussi vos périodes pour courir, en fonction du moment où vous aurez le plus de pollution, puisque quand vous courez, vous respirez plus et donc s'il y a plus de pollution, vous inhalez plus de pollution. Donc c'est choisir le moment, c'est choisir aussi son itinéraire et puis il y a aussi une chose auquel on ne fait pas suffisamment attention, même si on y avait été rendu plus attentif avec le covid, c'est la question de l'aération chez soi. Chez soi, c'est pas une bulle fermée, on a de l'air extérieur qui rentre, on a aussi des sources intérieures, avec, les produits qu'on peut stocker, avec, je sais pas moi, si on fume, en fonction de ce qu'on fait chez soi ou un feu de cheminée, vous avez aussi des sources de pollution intérieure et c'est vraiment important aussi de ventiler chez soi et d'aérer aussi régulièrement. Ça fait beaucoup sens et ça fait vraiment baisser la pollution intérieure de manière importante où on passe beaucoup de temps. Karine Léger était dans Soluble, directrice d'Air Paris. Donc, je mets dans la description toutes ces ressources, auxquelles vous pouvez accéder, gratuitement, ces cartes, ces applications, et pour la qualité de l'air en Île-de-France. Pour ceux qui ne sont pas en Île-de-France, il y a aussi un réseau, d'associations agréées, de surveillance de la qualité de l'air qui s'appelle Atmo France. Je vous mets tout ça dans la description. Air Paris, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? On est sur les réseaux sociaux, effectivement. On est, sur Insta, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on est sur les réseaux sociaux et vous avez aussi sur notre site internet, des petites publications, 5 minutes pour comprendre ou Air Paris Dossier pour, justement, mieux comprendre ces questions, pollution de l'air et chauffage au bois, pollution de l'air, changement climatique, tous les enjeux autour de la ZFE, avec des documents qui sont, simples et pédagogiques, je l'espère. Oui, comme, cet épisode, on y voit bien plus clair autour de l'air que l'on respire. Merci Karine d'être passée dans cette émission. Merci à toi Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.